Hey guys, aujourd'hui je voulais revenir sur une des affaires les plus mystérieuses et les plus virales d'internet. Virale d'une part car les dernières images de la principale protagoniste sont très étranges et figurent parmi les plus grands mystères 2.0 jamais connus auparavant. Et d'autre part car l'endroit où les images ont été filmées est un des endroits les plus mythiques pour la culture de true crime, car il a été le théâtre d'atrocités hors du commun. La résolution du mystère pose aussi problème, comme nous allons le voir, car elle soulève bon nombre de questions, desquelles ont découlé une pléthore de théories. Alors si certaines théories sont totalement irréalistes, d'autres sont un peu plus convaincantes. Ça faisait assez longtemps que je voulais faire cette vidéo car cette histoire m'intéresse particulièrement. J'ai vu et lu beaucoup de choses à ce sujet et je voulais apporter humblement mon avis. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyée sur articles, vidéos, mais également le documentaire Crime Scene The Vanishing at Cecil Hotel, qui est disponible sur Netflix, que je conseille fortement. Il se compose de 4 épisodes d'1 heure, donc en tout ça fait 4 heures si tu sais compter. Et c'est un documentaire qui explore un grand nombre de théories sur la disparition d'Elisa Lam. L'histoire ne date pas d'hier, elle date de 2013. Et dans l'hôtel Cecil Hotel, ou plutôt Stay on Main, comme beaucoup omettent de le dire, car une partie de l'hôtel avait été renommée. Elisa Lam est une jeune étudiante de 21 ans. Elle tient un blog nommé Nouveau sur Tumblr, blog qui est d'ailleurs pas mal suivi. C'est une jeune femme pleine de vie qui adore voyager et elle décide en janvier 2013 d'aller jusqu'en Californie, seule à Los Angeles, près du centre-ville. L'établissement dans lequel elle met les pieds traîne une sombre réputation. En effet, elle a abrité pas mal de tueurs en série, des auteurs de meurtres à Los Angeles tels que Richard Ramirez et le tueur en série autrichien Jack Unterweger. Je sais pas trop comment le prononcer. Et chaque jour pendant son périple, elle donnait des signes de vie à ses parents. Ça, c'est jusqu'au 31 janvier où elle ne donne plus aucun signe de vie à ses parents. Les employés de l'hôtel ont indiqué qu'Elisa était seule durant la journée du 31 janvier et la gérante d'une librairie locale, donc Katie Orphan, affirme aussi l'avoir aperçue alors qu'elle achetait des cadeaux pour sa famille et qu'elle semblait totalement normale. La police fouille l'hôtel à l'aide de chiens renifleurs et après une semaine de recherche, bredouille, la police décide de publier une vidéo d'Elisa. Vidéo étrange que beaucoup s'empresseront de décortiquer afin de comprendre ce qui s'est passé. Vidéo paranormale, extrait de crise de démence. Parallèlement, les clients commencent à se plaindre de l'odeur nauséabonde de l'eau et la pression des robinets de l'hôtel. Et le 19 février, on découvre le corps d'Elisa Lam dans l'un des 4 silos d'eau sur le toit. Alors la résolution officielle de l'affaire est une noyade accidentelle. Oui, une noyade accidentelle, vous avez bien entendu. Ce dénouement va-t-il satisfaire le grand public et les détectives amateurs en quête de vérité? Pas sûr. Si tu aimes les histoires atypiques de paranormal, de crime, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification, cela ne mange pas de pain, et à me rejoindre sur Instagram et TikTok, les 2 réseaux sociaux où je suis le plus présente. N'hésite pas aussi à t'intéresser à mon nouveau roman, L'être cher. C'est une histoire fictive, un thriller si tu aimes les romans policiers. Il vient de sortir, n'hésite pas aussi à partager la chaîne, cela ne mange pas de pain. Je l'ai dit 2 fois, mais je te laisse avec le générique. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2013, Elisa Lam prend l'ascenseur dans un hôtel de sinistre réputation, le Cecil Hotel. La vidéo qui a été prise par les caméras de surveillance dans cet ascenseur reste au cœur de tous les débats et d'ailleurs, même sans connaître Elisa Lam, la première chose qui sort lorsque vous tapez le nom d'Elisa Lam sur Google ou autre chose, c'est cette vidéo, et connaissant le funeste destin d'Elisa Lam, elle en est effrayante.
Mais revenons au 27 janvier 2013, jour de l'arrivée d'Elisa Lam à Los Angeles. Donc c'est une jeune femme qui vient de Colombie-Britannique. Elisa est connue pour être gentille, elle a de modestes origines, elle est fille d'immigrants d'Hong Kong qui tiennent un restaurant, le Pulse, à Burnaby, qui sert de la nourriture chinoise et canadienne. C'est un restaurant qui se trouve dans une banlieue de Vancouver et ils ont émigré au Canada bien avant la naissance d'Elisa. Et Elisa a plusieurs intérêts, elle adore lire, écrire, elle aime les jeux vidéo, elle aime bien évidemment voyager, mais elle aime aussi la psychologie et son livre préféré est The Great Gatsby. Ça nous fait beaucoup de choses en commun. C'est une élève brillante, extravertie et bavarde, mais elle a un côté vulnérable, c'est-à-dire qu'elle a tendance à se replier sur elle-même et à se comparer constamment à ses camarades, ce qui va finir par la décourager. Comme on le sait, les comparaisons ne sont pas toujours bonnes. Elle se sentait un petit peu perdue dans la vie, elle ne savait pas quoi faire de son futur, et peu de temps après, on va lui diagnostiquer une dépression. Et au bout de 3 ans de cycle universitaire, elle ne va réussir qu'une seule année. Donc c'est-à-dire qu'elle va mettre 3 ans à redoubler constamment ses matières. On va lui faire un deuxième diagnostic qui est la bipolarité. Et à cause de cela, elle était sous traitement, un traitement lourd vu qu'elle prenait différents médicaments. Elle prenait du Wellbutrin, l'Amictal, Seroquel et de l'Effexor. Alors la bipolarité, c'est une alternance entre hypomanie, donc exaltation entre guillemets, et dépression, donc ça crée un épuisement mental et physique, bien évidemment, lorsque vous alternez constamment entre joie extrême et peine extrême, ça peut être très lourd psychologiquement. Mais c'était une jeune femme qui n'avait pas peur de dévoiler ses émotions. En effet, elle tenait un blog sur Tumblr et elle y écrivait régulièrement ses sentiments. Par exemple, le 21 novembre 2011, elle fait part de ses émotions. Elle dit que la dépression craint, je n'ai aucun contrôle sur mes émotions, je vais être en colère pendant 2 minutes, puis triste, puis je vais être heureuse et une demi-heure après, je vais être triste. Donc on voit bien l'alternance des émotions qui est un petit peu pathologique chez Elisa. Je vais être heureuse pendant une demi-heure, puis je vais être triste. Et je vais juste me mettre au lit le temps que ça passe. Donc on voit bien l'alternance des émotions d'Elisa qui l'épuise mentalement et physiquement. Et le 27 janvier 2012, elle dit qu'elle manque la fac à cause d'un sommeil mouvementé. Si tu alternes phase d'exaltation et dépression, c'est ce qui arrive. Les personnes bipolaires sont très souvent insomniaques également. Elisa Lam confie aussi sur son blog le fait qu'elle est déçue d'elle-même et qu'en 3 ans, elle a réussi à ne valider que 3 cours finalement. Le 22 avril, elle dit par exemple qu'elle a passé 2 jours au lit et qu'elle se déteste. Donc à travers son blog, on voyait sa souffrance transparaissait, était flagrante. Elle était un petit peu perdue, elle se sentait perdue dans la vie, donc elle décide de prendre une année sabbatique afin de voyager et ses parents vont être d'accord à une seule condition, vu qu'Elisa Lam est très jeune, on rappelle qu'elle a 21 ans à ce moment-là, ils vont la faire promettre d'appeler tous les jours, de donner des nouvelles d'elle constamment pour être rassurée. Elle appelle donc ses parents tous les jours. C'est un détail important. Elisa vient donc du train de San Diego et arrive à Downtown, le centre-ville de LA. Donc l'hiver est doux, on rappelle qu'on est en janvier, le 27 janvier, mais le quartier où elle arrive est loin d'être aussi doux et tranquille. En effet, si le quartier ne craint pas entre guillemets la journée, la nuit, c'est un quartier réputé pour la violence, la prostitution, le trafic de drogue. L'endroit n'est pas réputé pour être un endroit sécurisé et les locaux conseillent même de se déplacer en taxi et non pas à pied, car c'est assez dangereux. Elisa Lam, qui n'a pas beaucoup de budget, on rappelle que c'est une étudiante, se déplaçait principalement en moyens de transport tels que le bus. Ce quartier-là, dans les années 40, Skid Row, c'était réputé pour être un coupe-gorge. Et jusque dans les années 80-90, où des tueurs en série ont résidé dans ce quartier et au Cecil Hotel, comme Richard Ramirez. Donc on rappelle que c'est un tueur en série qui a reconnu 11 viols et 14 meurtres, rien que ça, et il a résidé sur Main Street, dans ce fameux hôtel. Alors pourquoi ce fameux hôtel attirait tellement de personnes dangereuses et un petit peu sans le sou? C'est que ses prix sont assez bas, donc abordables pour les personnes précaires. C'est un lieu empreint de mystère parce qu'il est aussi affilié à la mort d'Elizabeth Short, donc vous savez, le dahlia noir. Le Cecil Hotel, donc c'est un hôtel art déco qui est situé au 640 sur Main Street. C'est un hôtel qui est à son apogée dans les années 20. Il a été
ouvert en 1927, mais il a décliné pendant les années 30 durant la Grande Dépression. Il est réputé pour ses événements paranormaux, ses fantômes, il est chargé de mystères, mais aussi pour ses 16 morts non naturelles, suicides, meurtres, et son environnement néfaste, où il y a énormément de trafic de drogue, de prostitution et de sans-abri, Skid Row, comme on l'a mentionné avant. Et quand Elisa arrive, l'hôtel n'a plus du tout son aspect glorieux d'antan. C'est un hôtel gigantesque, de 14 étages, 700 chambres. Il y a des gens qui résident au mois, à la semaine et même à l'année, et en même temps que des touristes. C'est pour ça que l'hôtel a été divisé en deux, pour les résidents permanents et les touristes de passage qui viennent à Stay on Main, la partie de l'hôtel qui est réservée aux touristes. Et le 31 janvier, c'est donc la dernière nuit de Elisa Lam à l'hôtel Cecil Hotel, avant de complètement disparaître des radars. Et oui, j'ai des lunettes. Et franchement, c'est une personne très très sympathique qui me les a faites. Je suis tombée sur une abonnée adorable. Dites-moi combien de probabilités il y avait pour que je tombe sur une abonnée. Merci beaucoup à elle, un petit peu de douceur dans ce monde de brutes. Donc dans la journée, on voit Elisa Lam dans une librairie. Donc c'est Last Bookshop, c'est une célèbre librairie de Los Angeles. Elle est belle et spectaculaire. Puis elle revient au Cecil Hotel et elle disparaît. Donc les appels quotidiens qu'elle passait à ses parents qui n'étaient pas très emballés à l'idée qu'elle aille explorer la côte ouest des États-Unis cessent instantanément et les parents qui sont très inquiets appellent directement la police. Le 6 février, il y a une conférence de presse et les premiers avis de recherche qui sortent et la disparition d'Elisa est considérée comme une disparition suspecte qui pourrait laisser penser à un crime. Donc ça, c'est la première version. L'affaire finit par tomber dans l'oubli, mais elle va être redynamisée le 13 février grâce à un deuxième appel de la police de Los Angeles et qui va publier cette fameuse vidéo sans explication sur Internet. Alors lorsqu'on tape Elisa Lam sur Internet, c'est la première chose qu'on trouve. La vidéo dure 3 minutes et 59 secondes. Alors on voit Elisa Lam habillée de manière décontractée avec un sweat à capuche rouge et un short noir. Ce qui est étrange, c'est qu'elle ne porte pas ses lunettes, alors qu'elle avait l'habitude de les porter, étant myope. Donc elle doit s'approcher des boutons sur lesquels elle appuie frénétiquement pour les voir. À la 20e seconde, on remarque qu'elle inspecte le couloir. Beaucoup ont dit qu'elle faisait des mouvements brusques, comme si elle faisait semblant en fait d'être poursuivie. Puis à 40 secondes, elle se blottit dans le côté droit de l'ascenseur. Donc il y a une caméra dans l'ascenseur, mais on ne peut voir en fait l'angle de vue du couloir. Donc on peut s'imaginer qu'il y a quelqu'un dans le couloir qui maintient peut-être la porte ouverte de l'ascenseur, car elle a beau appuyer sur les boutons, l'ascenseur ne bouge pas. Et lorsqu'elle regarde dans le couloir, on ignore donc ce qu'elle regarde. On ignore donc si c'est une personne, plusieurs personnes, si c'est quelque chose qu'elle s'imagine. Puis à 30 secondes, elle reste dans le couloir. Et là débute la partie qui est considérée la plus effrayante de la vidéo. Donc après avoir appuyé sur tous les boutons comme s'il s'agissait d'un code, je sais pas vous, mais moi lorsque je prends l'ascenseur, j'appuie sur un seul bouton, ainsi qu'à un autre pour fermer vite fait les portes pour pas qu'un autre voisin vienne prendre l'ascenseur avec moi. Mais bon, ça c'est personnel. Dans le couloir, elle fait des mouvements, des gesticulations un petit peu saccadées. Elle a les poignets comme tordus. Puis à 2 minutes 29, elle s'en va et l'ascenseur se ferme puis réouvre. Alors de cette vidéo ont découlé des tonnes de théories. Beaucoup vont prétendre qu'elle avait pris des substances hallucinogènes, théorie qui va être vite démontée par la suite comme on va le voir. Que se passe-t-il? Tu veux manger? Manger? Manger! Il comprend qu'un seul mot, c'est manger. Une autre théorie selon laquelle elle aurait été menacée par quelqu'un, par une arme ou autre chose, vu que l'ascenseur ne se fermait pas, donc c'est un petit peu bizarre. Autre théorie, mais on va laisser de côté les théories paranormales, elle aurait été possédée par un des esprits du Cecil Hotel. Richard Ramirez peut-être, mais bon. Voilà, je n'y crois pas du tout. Personnellement, je trouve que c'est très peu crédible au vu des autres éléments qu'on va voir. On dit aussi qu'elle aurait eu un épisode psychotique au vu de ses troubles psychologiques et au vu de ce qu'elle écrivait sur son blog, sa dépression, sa bipolarité. Et ce qui corroborerait cette version,
serait le fait que les 2 premiers jours de son arrivée, elle les aurait passés avec des colocataires qui se sont plaints en fait de son comportement. En effet, Elisa avait vraiment un comportement bizarre, elle leur laissait des mots, des menaces, donc elle n'était pas du tout dans son état normal. Et c'était connu de pas mal de personnes dans l'hôtel qu'Elisa avait des problèmes de comportement. Il y a aussi une autre question que je me pose, elle ne voyait rien, vu qu'elle était censée être myope et elle n'avait pas ses lunettes, donc qui pouvait-elle bien voir? Est-ce qu'elle s'est pas imaginé quelque chose dans le couloir? Est-ce qu'elle n'a pas fait une grosse crise de paranoïa? Autre chose qui a été pointée, qui est assez inquiétant, des gens ont prétendu le fait que le timecode en bas de la vidéo était complètement brouillé et qu'il y avait des secondes qui manquaient. Mais il faut savoir que les caméras de surveillance ne diffusent que quelques images à la seconde, hein, pas toutes les images, donc voilà. Apparemment, ce timecode aurait été quelque chose rajouté dans un montage, car la police a posté cette vidéo sans explication, donc il y aurait quelques images manquantes. Et ce timecode ne correspondrait absolument pas au déroulé des images. Et à 2 minutes 27, apparemment, certains auraient aperçu l'ombre d'un pied, donc il y aurait bien une deuxième personne en plus d'Elisa Lam. Et ce qui va contre l'idée que les mouvements des mains de Elisa étaient saccadés, et le fait que lorsque vous avancez, lorsque vous augmentez la vitesse de la vidéo, finalement ces mouvements paraissent tout à fait normaux et elle a l'air juste de parler comme ça à quelqu'un qui est en face d'elle, et ce n'est pas du tout bizarre. Bon, personnellement, j'ai accéléré la vidéo, j'ai trouvé que les mouvements étaient toujours un petit peu bizarres, mais peut-être que justement il manque quelques secondes et que il manque certaines images à ces mouvements. Certains ont même prétendu que ce n'était pas forcément Elisa Lam, car l'image est brouillée, donc si ça se trouve, ce n'était même pas elle dans l'ascenseur, hein, on s'est habillé avec ses vêtements, mais bon, personnellement, je n'y crois pas trop. De par son accoutrement, donc le sweat à capuche rouge et le short noir, beaucoup ont fait un parallèle entre cette histoire-là, par rapport à la pression aussi de l'eau nauséabonde qui sortait des robinets et les circonstances de la découverte du corps d'Elisa. Beaucoup ont fait le parallèle avec le film Dark Water. Donc il y a 2 versions de ce film qui sont sorties. Donc c'est basé sur une nouvelle de l'écrivain japonais Koji Suzuki, Eau flottante, qui semble présenter le même récit qu'Elisa Lam. Les films mettent en scène une mère et une fille qui découvrent de l'eau sale s'échappant de l'appartement au-dessus. Plus tard, la mère découvre que l'eau qui fuit par le toit est due au cadavre d'une fille à l'intérieur d'un réservoir. Une similitude avec l'histoire d'Elisa Lam. Non seulement les gens ont souligné cette similitude, mais les films comprennent également un ascenseur en panne, comme c'est le cas avec Elisa. L'accoutrement d'Elisa, comme je l'ai dit juste avant, ressemblait étrangement à l'accoutrement que portait la fille dans le film. Et on rappelle que le corps d'Elisa Lam a été retrouvé dans un réservoir d'eau plus de 2 semaines après sa disparition. Alors elle va être découverte par un réparateur qui va aller vérifier en fait les réservoirs d'eau qui se trouvent au sommet de l'immeuble qui fait 14 étages, on le rappelle. Et lorsqu'il va vérifier un des water tanks, il va trouver le corps sans vie, boursouflé d'Elisa et complètement nu. Car les clients s'étaient plaints d'un goût étrange de l'eau et une pression basse. Alors, il faut savoir que la vidéo d'Elisa Lam, hein, dans l'ascenseur, c'était au 14e étage. Et 14e étage, comme par hasard, on peut penser qu'elle, après cette vidéo, les images manquantes sont le fait qu'elle se serait rendue sur le toit. Problème, c'est que la porte pour accéder au toit était verrouillée en fait et n'était accessible que par le personnel de l'hôtel. De plus, elle présentait une alarme. Donc c'était quasiment impossible qu'Elisa emprunte cette porte-là. Mais il y avait une deuxième option. Au fond du couloir de l'ascenseur, d'où était l'ascenseur, il y avait une échelle de secours. Encore fallait-il savoir où se trouvait cette échelle de secours et qu'Elisa emprunte cette échelle de secours et arrive à monter jusqu'au sommet des citernes d'eau. Ce qui était impossible sans échelle également. Donc une des versions officielles serait qu'elle aurait eu une crise paranoïaque et se serait cachée dans un des réservoirs d'eau, voilà, croyant être persécutée et poursuivie. Et elle serait donc morte à cet endroit-là. Et pourquoi elle serait nue? Parce qu'elle aurait enlevé ses vêtements afin de pouvoir rester à la surface. Alors on peut se demander pourquoi la police a-t-elle dévoilé la dernière vidéo d'Elisa Lam. Bien je pense que c'était pour relancer l'intérêt justement autour de cette affaire et trouver d'autres indices. C'est une vidéo qui a fait directement 40 000 commentaires le premier jour.
a créé des tonnes de fils de discussion sur des forums tels que Reddit, et les détectives amateurs qui s'emparent de l'affaire vont rapidement trouver d'autres vidéos, et ces vidéos appartiennent à un certain Morbid, et on va l'accuser de meurtre. Commence alors une véritable chasse à l'homme contre Morbid, l'homme qui s'appelle en réalité Pablo Vergara. Donc Pablo Vergara est un musicien de black metal qui a cette apparence terrifiante dans ses vidéos et qui a séjourné au Cecil Hotel et dont un clip vidéo est sorti quelques jours après la mort d'Elisa. Donc les gens se sont dit, il y a sûrement un lien entre Pablo et Elisa. Alors vous allez me demander, mais pourquoi? Quel rapport entre Morbid et Elisa? Quel est le lien? Eh bien, Pablo Vergara avait publié une photo de lui au Cecil Hotel quelques jours après la mort d'Elisa. Une vidéo totalement banale où il disait à ses auditeurs qu'il était bien arrivé au Cecil Hotel, qu'il s'y sentait bien. Voilà. Donc les gens vont vite faire l'analogie entre chanteur de black metal fasciné par la mort et Elisa Lam décédée dans cet hôtel mystérieux. Pire encore, les détectives du dimanche vont trouver une vidéo dans laquelle Pablo a une photo de Ted Bundy qui est évidemment un des tueurs en série américains les plus connus, ainsi qu'une photo du Dahlia Noir, donc Dahlia Noir qui est intimement lié à l'histoire du Cecil Hotel. Plus étrange encore, une de ces vidéos représente la poursuite d'une fille dans la forêt qui est sur le point de se faire assassiner, et certaines de ces paroles traitent d'une mort chinoise. Comme par hasard. Alors Pablo Vergara, pendant ce temps-là, ne sait absolument pas que les gens font des recherches à son sujet, il vit tranquillement, fait sa musique, et c'est par un ami qu'il va apprendre qu'il est suspect, car cet ami va trouver sa photo carrément sur une chaîne de télé taïwanaise. Pablo va recevoir quotidiennement des menaces de mort, des messages incompréhensibles, mais Morbid ou Pablo Vergara ne va jamais être inculpé pour la mort d'Elisa Lam, tout simplement parce que Pablo est innocent. Et je vais vous dire pourquoi. Pablo Vergara n'a rien à voir avec la mort d'Elisa Lam, et pour cause, au moment de sa disparition, il était tout simplement au Mexique en train d'enregistrer son nouvel album. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la vidéo de la poursuite de la fille qui va mourir, la mort chinoise, et cette fameuse vidéo à l'hôtel Cecil. Oui, mais cette vidéo avait été filmée 1 an avant l'histoire d'Elisa Lam. Donc Morbid ne s'était plus rendu dans cet hôtel depuis 1 an. Mais les gens vont faire fi de cet argument et vont le menacer et le harceler, persuadés que ce chanteur de black metal à l'allure effrayante a tué Elisa. Et même si ses tampons de passeport le prouvent, et même s'il va faire une vidéo pour s'innocenter, eh bien les gens ne vont pas le croire et vont s'acharner sur lui. À cause de ça, il va même faire une dépression ainsi qu'une tentative de suicide, et il va être interné en hôpital psychiatrique. Donc ce pauvre homme va être accusé à tort, et jusqu'à maintenant, des gens le croient coupable. On l'a même interviewé dans le documentaire que j'ai vu, Netflix, et il évoque douloureusement cette époque de sa vie comme étant la pire. Imaginez-vous, vous êtes tranquille dans votre coin en train de faire votre art, et il y a des gens qui viennent vous harceler quotidiennement. Vous recevez des milliers de menaces de mort de gens que vous ne connaissez absolument pas, et vous entendez parler d'une fille que vous ne connaissez absolument pas. C'est délirant. Une théorie qui m'a vraiment fait dresser les cheveux sur la tête, je ne rigole pas, c'est qu'au moment de la disparition d'Elisa, le Centers for Disease Control a envoyé une équipe pour arrêter une épidémie de tuberculose dans le même quartier de Los Angeles où elle était. Donc l'épidémie la plus importante depuis une décennie selon le directeur de Los Angeles County Department of Public Health. Donc rien de bien dérangeant, mais le nom du test pour identifier les victimes potentielles porte le nom d'Elisa Lam. Oui, alors je vous assure, ça m'a fait des frissons lorsque je l'ai appris. C'est en réalité l'association de l'hypoarabinonamam, donc c'est un marqueur cellulaire de tuberculose, et Enzyme Immunosorbent Assay. Donc c'est un test qui change de couleur lorsque une substance est présente. Donc tout ça, ça forme Elisa Lam. Mais avouez que c'est quand même un petit peu bizarre qu'au même moment de cette épidémie de tuberculose, il y ait ce nom-là. Et c'est l'indice de trop qui va enflammer Internet. Et ce qui va appuyer cette théorie du complot, ça va être le fait que dans la fac d'Elisa, il y avait un département d'études de la maladie de tuberculose. Donc avouez que c'est quand même assez étrange
Et certains disent même que Elisa Lam en fait était une arme chimique, était un cobaye en fait qui devait contaminer les SDF en fait de Skid Row pour propager la tuberculose aux États-Unis. Donc sa mort serait donc la conséquence d'un complot gouvernemental contre ce cobaye en fait envoyé par le Canada. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais avouez que c'est quand même assez étrange. Donc on va revenir sur les hypothèses paranormales, mais rapidement parce que je n'y crois pas du tout et je trouve que c'est pas du tout intéressant à traiter. Il y a tellement de détails plus intéressants dans cette affaire. Une hypothèse selon laquelle Elisa Lam aurait été possédée, ce qui expliquerait ses mouvements saccadés, un petit peu comme si elle essayait de dissiper un nuage de fumée, ou ça serait tout simplement le jeu coréen de l'ascenseur. Alors le jeu coréen de l'ascenseur, sans tout expliquer, vous irez chercher l'histoire sur internet, c'est très facilement trouvable. C'est le fait d'appuyer sur des boutons et de sortir de manière répétée afin de passer dans une autre dimension, un monde parallèle. Et Elisa Lam aurait été coincée, selon cette théorie, dans un monde parallèle, voilà, dans une autre dimension. Et ceci est appuyé sur le fait que la police aurait posté cette vidéo sans explication, sans légende. Donc voilà. Je trouve que c'est assez irrespectueux envers Elisa. C'est d'ailleurs l'avis de Joe Berlinger, qui est le réalisateur de The Vanishing at Cecil Hotel, ce fameux documentaire Netflix, qui dit que c'est vraiment pas sympa pour Elisa. Non, de banaliser sa mort à ce point, de la réduire à un phénomène paranormal. Alors, dans les meurtriers potentiels d'Elisa, qui, je le rappelle, a été retrouvé 17 jours plus tard dans un réservoir d'eau, à peine accessible, il n'y a pas seulement Pablo Vergara qui a été accusé de meurtre, mais il y a d'autres suspects. Donc on a dit que l'environnement de l'hôtel n'était pas très sain, et les résidents n'étaient pas à 100% sains. Il y avait beaucoup de criminels, d'addicts à la drogue. Or, la caméra de surveillance ne montre que Elisa. Or, il y a une caméra de surveillance qui existe dans le Cecil Hotel qui montre Elisa en compagnie de 2 hommes. Donc ces 2 hommes se sont avérés être des employés de la dernière librairie, donc de Last Bookshop, dans lequel elle a été, cette grande, gigantesque librairie à Los Angeles. Thèse qui a été appuyée par la libraire qui avait discuté avec Elisa, qui l'avait trouvée totalement normale et extravertie. Elle lui avait dit que ça serait difficile de porter tous ses cadeaux pour sa famille toute seule. Donc elle avait été aidée par ces 2 gars-là. Est-ce que ces 2 gars-là auraient eu une mauvaise intention envers elle, de mauvaises intentions? Aurait-il abusé sexuellement d'Elisa? J'ai mentionné aussi le fait qu'elle avait eu des colocataires auxquels elle donnait des petits mots assez menaçants. Se serait-il vengé d'Elisa? Ah, j'ai oublié de préciser que certains croient que la mort d'Elisa Lam serait un suicide et qu'en fait elle aurait fait un copycat de Darkwater, donc soit un suicide, soit un meurtre, un meurtrier qui aurait été un copycat de Darkwater, donc un grand fan de ça. Elisa Lam était quelqu'un qui adorait lire, donc peut-être que elle-même était fan de Darkwater, ou son meurtrier si elle a été assassinée. Une autre théorie selon laquelle ce seraient les employés de l'hôtel qui seraient tous main dans la main complices et qui auraient fait un cover-up avec la police. Donc ça serait appuyé sur le fait que le toit n'était pas accessible. On a dit que y avait une porte mais dont l'alarme s'enclenchait, donc il y avait qu'une échelle de secours. Encore fallait-il savoir son existence. Et Amy Prime, donc l'ancienne manageuse du Cecil Hotel, qui parle tout au long du documentaire, a une attitude assez bizarre. Donc elle a la larme à l'œil lorsqu'elle évoque l'hôtel, mais lorsqu'elle évoque Elisa Lam, elle est totalement distante. On dirait qu'elle n'a pas du tout d'empathie, selon les analystes. Donc, est-ce qu'elle instaure plutôt une distance pour se protéger? Parce que ça fait des années, cette histoire, elle a dû en entendre, être interviewée à toutes les sauces, mangée à toutes les sauces par la police et tout le monde. Est-ce qu'elle instaure par rapport à ça une distance ou manque-t-elle tout simplement d'empathie? Donc, elle était totalement consciente aussi des problèmes psychologiques d'Elisa. Pourquoi ne l'a-t-elle pas aidée? Pourquoi ne pas avoir appelé des renforts quand elle a vu qu'elle perdait totalement pied? Surtout qu'Elisa, le jour de sa disparition, a été virée totalement d'un talk show par rapport à son comportement bizarre. Les circonstances aussi de la découverte de son corps ne sont pas claires, car l'employé dit un coup que la trappe au-dessus de la citerne d'eau était ouverte, un autre coup c'était fermé. Donc apparemment ça serait une mauvaise communication avec les médias, mais c'est quand même assez étrange. Donc la thèse du suicide est appuyée sur le fait qu'elle était sous-médicamentée. D'après l'autopsie, les analyses,
elle ne prenait plus tous ses médicaments, on dirait qu'elle sautait des jours, donc elle a peut-être eu une crise psychotique, un épisode maniaque. En plus, elle a été virée d'un talk show, donc peut-être que le fait de faire un remake de Darkwater, ça faisait partie de son plan de suicide. Donc elle a dû faire un épisode psychotique, donc ce qui a été confirmé par sa sœur officiellement, qui a dit que lorsqu'elle ne prenait pas ses médicaments, Elisa avait un complexe de persécution, elle se sentait du coup persécutée, poursuivie, et elle a donc voulu trouver un endroit où se cacher, elle a trouvé ces citernes-là, et afin de rester en vie, elle se serait déshabillée, et on aurait trouvé donc son corps nu avec ses vêtements au fond de la citerne. Et elle serait morte d'hypothermie du coup. Mon avis par rapport à tout ça, je pense qu'on peut exclure la thèse du suicide, parce que pour moi, si t'étais assez déprimé que pour mettre fin à tes jours, malheureusement, il y avait d'autres moyens que aller sur le toit, ouvrir une citerne qui était difficilement ouvrable par quelqu'un, par les petits bras d'Elisa, et surtout, c'était pas accessible sans échelle, donc je trouve ça totalement délirant. Pourquoi? Bah, tout simplement ne pas faire une overdose de médicaments. Là, ça faisait assez cher payer le suicide. Selon l'autopsie, il y aurait eu du sang dans son anus retrouvé, alors selon le médecin légiste, ça serait dû à la décomposition du corps, mais c'est quand même assez bizarre d'avoir ça. Je me demande si elle n'a pas été agressée sexuellement avant de mourir. On peut se demander si son viol et son meurtre auraient été couverts par le personnel de l'hôtel, qui était anxieux, soucieux d'avoir une bonne réputation, hein, surtout que l'ancienne manageuse Amy a avoué qu'elle voulait redorer le blason de l'hôtel. Autre interrogation, moi je me demande comment ça se fait que des chiens renifleurs pendant 2 semaines durant n'ont pas senti l'odeur d'Elisa Lam sur le toit, alors qu'elle était censée être présente, elle a dû laisser son odeur un peu de partout, du coup surtout sur les citernes. Pourquoi ne pas l'avoir retrouvée avant, à ce moment-là? Surtout si la trappe était ouverte. Alors selon les analyses, il n'y aurait pas eu de crise psychotique par rapport à la prise de drogue, étant donné qu'il n'y avait pas du tout de drogue dans l'autopsie. Bon, selon le médecin légiste, les drogues auraient pu être atténuées par la putréfaction du corps, surtout qu'il y avait des vendeurs de drogue à tous les coins de rue, mais c'était pas du tout le type d'Elisa de prendre ça, surtout que elle-même, ses médicaments, elle les sautait, donc pourquoi prendre de la drogue? Donc pour ma part, j'exclus le suicide, le paranormal et la noyade accidentelle, car il fallait une échelle pour accéder au toit du réservoir, tout simplement. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est le fait que le rapport d'autopsie est changé. C'est-à-dire qu'il y a certaines incohérences. Ce qui a été coché à l'initiale, c'était mort indéterminée, puis 3 jours plus tard, mort accidentelle par noyade. Alors je me demande si quelqu'un n'aurait-il pas profité, abusé sexuellement d'Elisa, parce que c'était de notoriété commune dans l'hôtel qu'elle avait des problèmes psychologiques. Donc Elisa aurait pu être une grande écrivaine, elle avait du talent sur son blog, elle savait analyser ses sentiments, c'était un petit peu comme un journal intime. D'ailleurs, il est toujours disponible sur internet. L'affaire est réglée, mais les parents d'Elisa Lam ont néanmoins porté plainte contre l'hôtel pour négligence. Donc j'ai du mal à croire à une noyade accidentelle pour ma part, mais c'est la version officielle. Elle aurait eu une crise de paranoïa déclenchée par le fait qu'elle était sous-médicamentée. Elle se serait cachée dans une citerne et se serait noyée évidemment par inadvertance. Donc si la trappe était fermée, je me demande comment Elisa Lam aurait fermé la trappe tout en étant dans l'eau, donc c'est un petit peu incohérent. Donc beaucoup d'interrogations demeurent autour de cette affaire. Que montre réellement la vidéo? Le corps a été découvert dans un endroit inaccessible et le rapport médico-légal a été changé. Donc Elisa Lam était assez menue, hein, elle faisait 1m52, 50 kg, elle aurait très bien pu être portée jusqu'à ces citernes. J'espère qu'un jour ce mystère sera percé, sincèrement, parce que c'est une affaire qui m'a vraiment torturée moralement. Je vous mets un schéma qui représente toutes les théories. C'est pas moi qui l'ai fait, mais ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Merci d'avoir suivi, j'ai hâte de lire en commentaire toutes vos théories, si vous validez mes humbles conclusions, mais toujours dans le respect, bien évidemment. N'hésite pas à me soutenir et en partageant mon travail. Prends soin de toi et de tes proches, et fais attention lorsque tu pars seul en vacances. And remember, you rock.